Alors, ce conflit, cette guerre initiée par la Russie est un acte fondateur, mais pas forcément de l'Europe géopolitique. C'est un acte fondateur d'un nouveau monde, d'un nouveau système international, d'un nouvel ordre ou désordre mondial qu'on a encore beaucoup de mal à apprécier, à définir. Mais il est clair que le pas franchi par la Russie remet en cause pratiquement toutes les certitudes que l'on avait sur le monde post-Covid, ou en tout cas sur la sécurité dans la mondialisation. Pour l'Europe, ça n'est pas un acte fondateur, d'une part parce que la conscience d'une exigence géopolitique de l'Union européenne date plutôt de la Covid que de la guerre en Ukraine. Ce qu'a montré la crise sanitaire, c'est que aux yeux des Européens, le commerce est devenu géopolitique. C'est-à-dire ils ont compris que tout était géopolitique d'une certaine façon et que l'interdépendance absolue entre des pays adversaires ne pouvait pas se conduire sur les règles du commerce traditionnel, que la géopolitique devait être intégrée dans les relations commerciales, ne serait-ce que pour assurer, et c'est le mot qui est devenu à la mode depuis le Covid, une certaine souveraineté de certains éléments stratégiques de l'Union européenne, souveraineté sur les médicaments, souveraineté sur les terres rares, etc. etc. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle la guerre en Ukraine n'est pas une naissance géopolitique. Et la deuxième raison aussi, c'est que pour l'instant, la réaction des Européens, qui est une réaction forte, surtout en Allemagne, est une réaction dans l'émotion. Et ça n'est pas ce qu'on appelle une réaction de puissance. La puissance, c'est le contraire de l'émotion. La puissance, c'est la responsabilité, la tête froide, le raisonnement. Et pour l'instant, les Européens ne sont pas là. La réponse est oui, puisque même les États membres ont dit qu'ils allaient actualiser d'une certaine façon, je crois même qu'ils ont tout réécrit, la boussole stratégique de l'Union européenne. Simplement, moi je ne crois pas que l'exercice de la boussole stratégique est un exercice diplomatique. C'est un texte où il faut mettre d'accord tous les États membres sur la vision de la menace, la vision des menaces, la vision des besoins de l'Union européenne pour répondre à ces menaces, et la même vision aussi des politiques, soit les politiques industrielles ou les politiques de défense à mener dans ce cas-là. Donc c'est un texte diplomatique, et déjà si on arrive à mettre d'accord les 27 sur un texte qui soit pas trop long, pas trop contradictoire, où on arrive à avoir une vision à peu près claire de ce que pensent les Européens, ce sera déjà un succès. Mais les précédents que nous avions, en particulier en 2016, le texte, la Global Strategy que Mme Mogherini portait, et qui a été cassé par le Brexit, c'était un texte plein de contradictions, parce qu'il fallait faire plaisir à tout le monde, etc. Donc là, je n'ai pas vu la dernière version. Il est possible que cette guerre favorise des rapprochements dans la vision stratégique des Européens. Il est possible aussi que sur le plan de l'identification des besoins capacitaires et industriels, on soit allé vers plus de consensus, mais voilà, je crois que le texte va être adopté au Conseil européen la semaine prochaine, mais voilà, je n'ai pas vu la version finale. En tout cas, ce qui est certain, je pense, c'est que ce n'est pas ce texte qui va changer l'Europe, et ce n'est pas ce texte qui va créer une Europe géopolitique. Ce texte peut amener à une plus grande convergence de vues entre Européens, c'est déjà très bien, mais c'est un exercice diplomatique, ce n'est pas un acte de volontarisme politique. Mais encore faudrait-il qu'il existe une politique étrangère européenne, et je crois que c'est ça la vraie carence et la vraie priorité de l'Union européenne. L'Union européenne a une politique étrangère par défaut, c'est-à-dire soit elle a une politique commerciale qui a des effets en politique étrangère,
en particulier sur les pays en voie de développement, en Afrique par exemple, soit elle a une politique étrangère sur des sujets faciles, sur des sujets qui ne posent pas trop de divergences entre les États membres, et ça c'est peut-être tous les sujets transversaux, les droits de l'homme, les réfugiés climatiques, etc. Mais la vraie politique étrangère, c'est-à-dire la vision d'une crise avec une politique de sortie de crise, avec des prises de position qui amènent parfois à des compromis douloureux par rapport à nos principes et par rapport à nos valeurs, celle-là, elle n'existe pas sur la Russie. Les Européens, la Russie, c'est le thème sur lequel les Européens étaient, avant la guerre, les plus divisés. Alors, là, évidemment, maintenant, ils sont unis dans la condamnation unanime de Poutine. Mais il n'y a pas, au-delà de cette condamnation unanime, de réflexion que je sache au niveau européen pour penser, après la guerre, une vraie politique étrangère à l'égard de la Russie. Une politique étrangère qui soit à la fois consensuelle et opérationnelle, c'est-à-dire qui s'incarne dans des types de relations avec ce pays qui, qu'on le veuille ou non, restera toujours géographiquement en Europe. Donc ça, c'est clair. Et de même sur l'Alliance Atlantique, on ne peut pas dire qu'il y a une politique étrangère de l'Union européenne vis-à-vis de l'Alliance Atlantique ou vis-à-vis des États-Unis. Il y a une appartenance d'une majorité, extrême majorité des pays de l'Union à l'OTAN, et ça leur sert de substitut à une politique étrangère. Donc moi, je crois vraiment que la priorité des Européens dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe géopolitique, ce n'est pas l'Europe de la défense, parce que cette guerre va renforcer l'OTAN plutôt que l'Europe de la défense, mais en revanche, la vraie priorité, c'est de penser en européen, penser une sortie de crise en européen.